vois beaucoup de gens qui s'entraînent mal et qui pourtant prennent du muscle. Voilà. Le seul facteur limitant en musculation, c'est la récupération. Attention, c'est pas parce que vous voyez un gros gaillard et que vous allez prendre son entraînement, vous allez devenir comme lui. Bienvenue sur la chaîne Biceps et Brocoli. Aujourd'hui, on va parler entraînement. Yes, les Vos amis. questions que vous nous avez posées, qui reviennent le plus souvent. Et on va essayer de répondre à tout ça. On va faire plus qu'essayer, parce qu'on est quand même avec le GOAT. Et je sais que toi, tu t'auto-proclames pas comme ça, mais est-ce Christophe Bonnefond quand même, hein, les amis. On veut du muscle. Voilà, on veut du muscle. Non, mais c'est vrai. Hein, t'as pas seulement un palmarès dans le fait d'avoir écrit des livres ou accompagné des centaines d'athlètes à avoir des résultats. Et en tant que préparateur, tu as aussi été champion de France, champion d'Europe de bodybuilding et aussi de karaté accessoirement. Donc, tu connais un peu le domaine. Donc, au niveau du sujet du jour qui va être la musculation, on a quelques questions de la communauté que je vais te partager afin que tu nous donnes tes lumières. La première, et c'est, je pense, une des plus récurrentes là des batchs récents qu'on a eu de questions, faut-il s'entraîner jusqu'à l'échec pour vraiment progresser ? Parce que il y a des grands débats là-dessus. Est-ce qu'il va falloir faire des séries longues, des séries courtes ? Est-ce qu'il faut faire du lourd, pas du lourd quand on est débutant, pas pareil que quand on a 6 à 10 ans d'expérience, etc., etc. Et pareil sur le sujet de l'échec, avec les temps de repos, tu entends tout et son contraire. Encore une fois, t'es pas universaliste, t'as pas la prétention de détenir une vérité universelle, mais qu'est-ce que Christophe Bonnefond pense de ça ? Déjà, est-ce que vous savez qu'est-ce qui stimule le muscle ? Qu'est-ce qui fait qu'on prend du muscle ? Haha, réfléchissez à ça. Ouais. Au niveau de l'entraînement ? Ouais. Je leur dis des trucs ou pas ? Vas-y, tente. Je tente ? Ouais. Écoute, contraction contre résistance, avec une surcharge progressive. Ouais. Cette tension permet mécaniquement que le muscle ait nécessité d'adaptation et donc fasse ce qu'il faut en termes, je dirais, biologiques, afin que l'anabolisme musculaire, donc la construction des fibres, permettant de, la prochaine fois, gérer cette masse se produise. Est-ce que je suis dans le vrai ? T'es dans le vrai, en fait, exactement, c'est la tension que tu vas générer sur le muscle. Ouais. C'est la tension. Avant même la surcharge progressive, avant même tout, c'est la tension. Ouais. Et quand j'ai en la deux tension... mots, hein, la tension. Ouais. Oui, la tension. Ouais. Et en fait, c'est très subtil ce que je viens de dire. Parce que vous me direz, oui, mais la surcharge progressive... Oui, mais la surcharge progressive, si vous avez suffisamment de tension et si vous êtes proche de l'échec. C'est-à-dire que si vous créez une tension, mais que vous êtes très loin de l'échec, l'échec musculaire, c'est souvent quand vous commencez à contracter et que la charge, que votre bras commence à ralentir. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. C'est l'échec, c'est où vous n'arrivez plus du tout à monter, ou que la charge, vous faites ça, puis au bout d'un moment, voilà. Quand vous rapprochez de ça, quand la charge se déplace de plus en plus lentement, là, vous êtes proche de l'échec. Et c'est là où se passe l'hypertrophie, en fait. C'est à ce moment-là. Okay. Surtout quand on est de plus en plus entraîné et habitué. Okay. Parce qu'en effet, quand on est débutant, même sans aller à l'échec, de toute façon, vous allez progresser. Maintenant, faut-il aller à chaque fois à l'échec ? Non, puisqu'il y a aussi un problème de récupération et de tension nerveuse. Donc, on peut, en effet, s'arrêter 1, 2, voire parfois 3 reps avant l'échec musculaire. Mais ne jamais oublier, en fait, c'est toujours cette tension proche de l'échec. Ça, c'est la base de la base. Et ensuite, il y aura une surcharge progressive. Ensuite, il y aura un volume. Mais ça vient qu'après, parce que, évidemment, le corps s'habitue et il faut bien augmenter, en fait, les difficultés pour continuer à progresser. Donc, n'oubliez pas, c'est la tension qui compte vraiment en priorité. Et je vais aller encore plus loin. La tension à l'étirement est encore plus puissant. Que celle à la contraction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Ce que Chris entend par là, c'est que la phase d'étirement, par exemple, là, sur un pectoral, dans mon exemple, a, semble-t-il, scientifiquement plus d'importance que la phase de contraction. Normal, puisque c'est là où il y a le plus de tension, c'est quand le muscle est étiré. Donc là, la tension, elle est maximale. Et si on est dans un exercice de forte tension de contraction, c'est complémentaire, mais c'est pas là où vous aurez le plus de gains. Okay. En fait. Le plus de gains, c'est d'abord à l'étirement. Donc les deux, il faut les faire. Mais il faudrait faire 2 fois plus d'exercices à forte tension d'étirement. En fait, il faudrait faire 2 à tension d'étirement et 1 à tension de contraction. Okay. Et si c'est pas d'exercice, c'est en volume de travail. Okay. Donc par exemple, reprenons les pectoraux, on va dire développés haltères, où il y a un fort étirement sur le pectoral. Par exemple, il faudrait faire 6 séries
sur se développer et seulement 3 sur un pec deck où on travaille plus la contraction. En contraction. Okay. Ça, c'est un exemple, hein, mais moi, par exemple, même nous, on est plus sur du 8, à peu près 8-10 séries en tension d'étirement et puis 4 séries en tension de contraction qu'on s'entraîne généralement. Exactement. Et c'est bien que tu poses la question parce que l'une des questions de la communauté, c'est combien de répétitions il faut pour faire de l'hypertrophie vs de la force. Parce que c'est pas vraiment la même chose. C'est pas exactement pareil. Et ces questions sont intéressantes et me feront rebondir sur un point très important, notamment d'attention des gens quand ils s'entraînent. Mais qu'est-ce que tu en penses sur le nombre de répétitions pour la force versus l'hypertrophie? Alors, la force, c'est un peu plus particulier où, en effet, on travaille plus sur des répétitions entre 3 et 5, 6. Mais évidemment, entre 5 et 6, on tape aussi dans l'hypertrophie. Mais c'est vrai que la force est un travail très, très spécifique. Et c'est vrai qu'on travaille plus sur des séries de 3-6, même s'il y a un travail aussi parfois de renforcement où les répétitions peuvent être un peu plus élevées. Okay. Je ne parle pas du 1 et 2 répétitions en force parce que c'est souvent des maxis. Et quand on fait des maxis, attention à la récupération nerveuse, attention à tout, on fait des maxis une fois de temps en temps. Et c'est pas aux entraînements en tout cas. Les maxis, c'est très rare. Pourquoi? Parce que ça flingue le système nerveux et que pour récupérer de ça, ça met beaucoup de temps. Et tout ce temps à récupérer, en fait, on ne progresse pas. Tu vois? Et pour l'hypertrophie? Non, pour la force. Même pour la force. Ok, pour intéressant. Même, d'accord, tu l'appliques aussi. Pour la force. Pour les 1 ou 2 reps en maxi, je parle. Pour l'hypertrophie, je reviens à ce que j'ai dit juste avant. Ok, il faut être quand même assez proche de l'échec. Mais, alors là, vous allez voir, c'est assez subtil. Généralement, 5-6 reps, c'est le minimum. Parce qu'en dessous, ça tape trop dans le système nerveux, mais trop aussi. C'est-à-dire que si vous devez vous rapprocher de l'échec dans des séries de 20 ou 30 reps, ce qui est possible, hein, et il y en a qui font ça, le problème, c'est que la fatigue nerveuse est telle pour récupérer de ça, parce que si à chaque fois vous faites des séries de 20, par exemple, ou de 30, vous devez aller à l'échec, ou proche de l'échec, parce que sinon, il n'y a pas d'hypertrophie qui se passe réellement, surtout quand on est plus débutant. Imaginez la fatigue déjà, les séances à rallonge que ça demande, la fatigue nerveuse que ça demande, la récupération que ça demande. Et pour moi, ça devient presque contre-productif. Alors, je sais que certaines personnes arrivent à s'entraîner comme ça. Franchement, bravo, parce que c'est quand même super dur. Pour moi, pour être honnête, pour faire une fourchette assez courte, je suis plutôt entre 6, 12, 15. Voilà, entre 6, 12 et 15. Et moi, je travaille souvent entre 8 et 10, le plus souvent, en fait. Et puis aujourd'hui, aussi à ton niveau de maturité, et d'entraînement et musculaire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, à retenir, c'est aussi que vous devez tester. Chris, bon, toi, tu as l'expérience, c'est pour ça qu'on te demande d'avoir accompagné des centaines d'athlètes, que ce soit monsieur, madame, tout le monde ou des gens qui font de la compétition. Ça a plutôt bien fonctionné, donc c'est toujours intéressant d'écouter des gens qui savent de quoi ils parlent parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Ça, je pense que c'est évident. Le point que je fais en digression, c'est que je remarque que beaucoup de gens se posent des questions comme celle-ci, mais lorsque tu les vois s'entraîner ou que tu leur demandes est-ce que tu as un carnet ou une note sur ton iPhone où tu inscris le nombre de répétitions que tu fais dans ta salle, à quel poids, à quel jour, avec un programme d'entraînement, là on te répond ah bah non, j'ai rien. Et c'est très drôle cette volonté qu'on a de pinailler sur des détails comme si on était des pilotes de Formule 1 alors qu'on pilote un kart et qu'on fait même pas les bases de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir passer en Formule 3000 par exemple. Et c'est un truc que je vois beaucoup ça. Les gens sur les réseaux sociaux s'écharper sur des détails. Tu sais même pas me dire exactement le nombre de répétitions que tu fais. T'as pas un carnet d'entraînement, etc. Et c'est très drôle parce que ce qui se mesure s'améliore, mais l'inverse est vrai aussi. Et donc, souvent, l'attention est portée sur ce genre de détails, alors qu'en vérité, les mecs comptent rien. Donc, à la fin de la journée, tu changeras pas grand-chose en faisant ça. C'est vrai. Et même pour revenir aux exercices de musculation, tu sais que moi, je suis un grand fan de biomécanique et d'exercices pour que ce soit toujours optimal. Mais même avant d'aller sur ça, on voit beaucoup de gens qui s'entraînent mal et qui pourtant prennent du muscle. Voilà. Pourquoi? L'attention. Parce qu'ils font l'attention. Ouais. Alors oui, c'est pas optimal. Oui, il y a un facteur génétique. Je m'explique par le facteur génétique. Il y a des gens, par exemple, toi, t'as jamais fait les mollets, t'as des mollets qui sont plus gros que moi. Ouais. Voilà. Ouais, facteur génétique. C'est génétique. Ouais. Ok. Et ben, on a des muscles qui réagissent mieux que d'autres. Quoi que tu fasses, tu vas réagir. Schwarzenegger pouvait faire ce qu'il veut au niveau du biceps et le biceps énorme. Il aurait fait des exercices qui n'étaient pas top. Il aurait pris du muscle. Tu aurais fait le même exercice, tu n'aurais jamais pris 6 biceps. Ouais. Voilà, parce qu'il y a aussi ce facteur génétique. Donc moi, non, mais c'est important. C'est important. Donc attention, c'est pas parce que vous voyez un gros gaillard et que vous allez prendre son entraînement, vous allez devenir comme lui. Mais non.
Voilà. C'est pour ça que moi, je suis aussi à cheval sur la biomécanique, sur les exercices les plus optimaux, sur la tension, le sens des fibres, etc. Parce que, au moins, c'est bon pour tout le monde. Ouais, c'est assez Génétique holistique. ou pas. Ouais, c'est assez global. Ouais. Voilà, exactement. Ah, je vois pourquoi tu fais ça et je le vois sur le terrain, ça marche bien. La dernière question là-dessus, je peux le caler. Non, je peux en caler une autre, c'est la différence entre le volume et l'intensité. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on s'est dit là. Qu'est-ce qui compte le plus pour prendre du muscle? Qu'est-ce que tu dirais en conclusion en une phrase entre le volume et l'intensité? Le seul facteur limitant en musculation, c'est la récupération. Donc en fait, c'est assez individuel. Il y a des gens qui sont capables d'encaisser beaucoup de volume, d'autres qui sont capables d'accuser beaucoup d'intensité. Mais tant que vous restez assez proche de l'échec, vous serez dans le juste. Donc après, c'est assez individuel. C'est assez individuel après. Ok. Voilà. Bien. Quels sont selon toi les meilleurs indicateurs pour savoir si un programme de musculation est efficace? Parce que c'est vrai que t'as beaucoup de gens en fait qui s'entraînent un peu seuls ou à l'arrache, ou qui passent par le biais de quelqu'un qui les programme et qui peut-être stagnent et ont l'impression que c'est peut-être ça le problème. Ça peut être la diète, ça peut être la génétique, ça peut être le stress, il y a d'autres facteurs, le sommeil aussi. Mais admettons que l'on veuille zoomer là-dessus. Comment toi tu sais quels sont les indicateurs pour savoir si le programme d'entraînement est efficace ou pas? La force. Est-ce qu'on prend de la force? Est-ce qu'on en perd? Est-ce que la force est linéaire? Déjà, ça, c'est un des premiers facteurs. Le poids. Est-ce qu'on prend du poids? Est-ce qu'on prend du poids mais sans prendre trop de gras? C'est aussi un facteur. Oui. La fatigue. Dans quel état de fatigue on est? Parce que l'air de rien, quand on est totalement épuisé, il peut être difficilement possible de prendre de la masse musculaire. Bon, il y a plein de facteurs à prendre en considération. Les mensurations, c'est top aussi. Oui. Et c'est bien aussi de prendre les mensurations, en effet, pec, tour d'épaule, biceps, cuisses, etc. Mais le tour de taille. Parce qu'il ne faut pas que le tour de taille non plus devienne exagérément grand. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on prend aussi de la graisse cutanée, mais pas qu'au niveau du ventre, on en prend un peu partout. Ouais. Mais si le tour de ventre, parce que c'est là où, notamment chez les hommes, on prend plus de gras, et les femmes, c'est plus au niveau du bassin. Si vous prenez des tours de centimètres assez importants au niveau du ventre, il est possible aussi que les centimètres que vous avez gagnés autour du bras, autour de cuisse, soient aussi du gras. Oui, bien sûr, parce que c'est... Donc attention, c'est trompeur. Ouais. Tu le voyais souvent dans les compétitions. Toi, tu me disais, tu voyais des gens, pendant la phase de préparation, tu avais l'impression qu'ils avaient des bras énormes. Et une fois que tout se cut, parce que tu enlevais le gras résiduel, c'est toi qui avais les bras les plus impressionnants. Mais attends, moi j'étais dans les salles. Moi, j'avais des gars, ils faisaient 30 kilos de plus que moi. Je les voyais, je me dis, c'est des monstres, les mecs. Et en compétition, je me retrouvais dans leur catégorie. Ouais, Sauf qu'une fois qu'ils avaient perdu tout le gras, oui. il restait plus grand-chose, entre guillemets. Donc le mec, il m'impressionnait à l'entraînement. Sur scène, pas top. Très intéressant. Écoute, je pense que ça clôture un peu notre petite session de questions-réponses sur l'entraînement et je pense que ça leur a rapporté un peu de valeur parce que c'est des questions qu'on reçoit de la communauté toute la journée. Exactement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça on répondra à la prochaine.